8 milliards de dollars, c'est le montant que Gillette, l'une des marques les plus puissantes au monde, a perdu en l'espace d'un instant. Et pourtant, tout est parti d'une vidéo publicitaire de moins de 2 minutes qui, en 48 heures, est devenue l'une des publicités les plus détestées de l'histoire du marketing mondial, provoquant une tempête médiatique sans précédent. Très vite, un mot-clic devient viral. Des clients fidèles depuis des décennies appellent au boycott et jurent de ne plus jamais acheter un seul rasoir Gillette. Débordée par la polémique, la marque désactive les commentaires, puis retire discrètement la publicité. Mais le plus surprenant de toute cette histoire n'est pourtant pas là. Quelques mois plus tard, le dirigeant de la division rasage de Procter & Gamble qualifie publiquement cette perte historique de prix qui valait la peine d'être payé. Reste alors une question. Comment une entreprise qui contrôlait près de 70% du marché mondial a-t-elle pu en arriver là ? Et surtout, comment une campagne censée conquérir une nouvelle génération est-elle devenue l'un des plus grands fiascos marketing de ces dernières années ? Seulement, pour comprendre l'ampleur de ce désastre, il faut remonter à 1895. L'origine du rasoir. Dans la ville de Boston, travaillant comme représentant de commerce, King Camp Gillette, alors âgé de 40 ans, est hanté par une idée simple, presque banale, remplacer les rasoirs à lame fixe, dangereux et contraignants à aiguiser, par un système à lame jetable. Mais entre l'idée et sa réalisation, il y a un obstacle majeur. Pendant plusieurs années, Gillette cherche désespérément un moyen de fabriquer ces lames d'acier suffisamment fines, tranchantes et peu coûteuses pour être produites en masse. À l'époque, la technologie nécessaire n'existe tout simplement pas. Son invention reste donc une vision impossible à industrialiser. Pourtant, Gillette refuse d'abandonner, même après des années de recherche, d'échecs et de tentatives infructueuses. Mais la situation change lorsqu'il rencontre William Emery Nickerson, un ingénieur capable de résoudre les défis techniques liés à la fabrication des lames. Grâce à son expertise, Gillette peut enfin transformer son concept en un produit commercialisable. En 1901, il fonde alors la Gillette Safety Razor Company pour donner vie à cette invention. Le concept paraît anodin, mais il va redéfinir un rituel quotidien pour des générations entières. Seulement, le succès n'est pas immédiat. Les premiers mois sont très difficiles. En 1903, lorsque les premiers rasoirs Gillette arrivent sur le marché, les ventes restent presque inexistantes. L'idée est brillante, mais personne n'a encore l'habitude d'acheter une lame qu'il faut remplacer régulièrement. Pourtant, Gillette tient son pari. Peu à peu, le doute laisse place à l'explosion. Les ventes progressent, la marque s'impose et le nom Gillette commence à se faire connaître. Le rasoir n'est plus un simple outil, il devient un symbole. Très vite, Gillette ne vend plus seulement des rasoirs. La marque s'invite dans le sport, sponsorise le baseball, la boxe, le football américain. Elle associe son nom à la virilité, à la performance, à la victoire. Puis vient la Première Guerre mondiale. L'armée américaine fournit des millions de rasoirs Gillette à ses soldats afin qu'ils puissent se raser régulièrement, notamment pour assurer l'étanchéité des masques à gaz. À leur retour, beaucoup conservent cette habitude. Le rasage quotidien s'installe donc dans les foyers, puis se transmet de génération en génération. Pour Gillette, c'est un formidable accélérateur. En 1989, un slogan scelle définitivement cette identité, le meilleur qu'un homme puisse obtenir. 30 ans de martelage publicitaire plus tard, la phrase est gravée dans la culture populaire, citée dans des films, parodiée dans des sketchs, devenue une blague récurrente entre collègues de bureau. Chaque coup de rasoir devient, presque malgré lui, une promesse de réussite personnelle. Le résultat, au début des années 2000, Gillette contrôle près de 70% du marché mondial du rasoir. Une domination si écrasante que la marque peut vendre ses cartouches environ un tiers plus cher que la concurrence sans perdre un client. En 2005, le géant américain Procter & Gamble rachète l'entreprise pour 57 milliards de dollars, la plus grosse acquisition de son histoire. Gillette n'est plus seulement une marque de rasoir, c'est une institution.
La fissure invisible. Mais sous cette façade de toute puissance, le sol commence à se dérober dès 2011. Cette année-là, deux entrepreneurs, Michael Debin et Mark Levin, lancent Dollar Shave Club avec une vidéo tournée pour 3 francs 6 sous. Sans effets spéciaux, sans athlète, sans grand discours sur la virilité. Juste un argument imparable, pourquoi payer 25 $ pour des cartouches quand un abonnement à quelques dollars fait le même travail, livré directement chez vous. La vidéo devient virale. En 48 heures, le site s'effondre sous l'afflux de commandes. 2 ans plus tard, Harris, une jeune marque de rasoir lancée en 2013 par 2 entrepreneurs américains, applique la même recette. Prix cassé, design soigné, vente directe. Gillette tente de réagir en baissant ses prix de 12% en 2017, mais trop tard, trop timide. Entre 2017 et 2018, les ventes de rasoirs manuels reculent d'environ 5% aux États-Unis. La mode de la barbe s'installe, portée par les réseaux sociaux et les influenceurs. Les tutoriels d'entretien de barbe remplacent les publicités de rasoirs en ligne et la fréquence de rasage des hommes chute d'environ 3,7 à 3,2 fois par semaine sur une décennie. Résultat, la part de marché mondiale de Gillette glisse de 70% à environ 54% et le chiffre d'affaires de la division rasage recule de plus d'un quart en 3 ans. Face à cette érosion silencieuse, la direction cherche une riposte spectaculaire. Et en 2018, une idée s'impose dans les couloirs de l'agence new-yorkaise Grey. Et si, pour reconquérir une nouvelle génération, Gillette osait prendre position sur un sujet de société? Un pari risqué. L'époque s'y prête. Nike fait de Colin Kaepernick, le joueur agenouillé pendant l'hymne national, le visage de sa campagne. Dick's Sporting Goods retire les armes d'assaut de ses rayons après la fusillade de Parkland. Patagonia attaque même l'administration Trump en justice sur la protection des terres publiques. Le marketing engagé n'est plus un pari de niche, c'est désormais, sur le papier, une stratégie de croissance. Des études de l'époque suggèrent qu'une majorité de consommateurs se dit prête à payer davantage pour des marques perçues comme socialement responsables. Le mouvement mondial de dénonciation des violences sexistes et sexuelles, connu sous le nom de #MeToo, occupe alors toutes les conversations. Gillette, marque historique de la masculinité en Occident, se sent légitime pour prendre la parole. L'agence confie la réalisation à Kim Gehrig, réalisatrice australienne connue pour la campagne « Cette fille en est capable » dédiée à l'émancipation sportive des femmes. Le slogan historique est retourné comme un gant. Il n'est plus question du meilleur qu'un homme puisse obtenir, mais du meilleur que les hommes puissent être. Gillette annonce en parallèle un engagement de 3 millions de $ auprès d'associations venant en aide aux jeunes garçons. Sur le papier, la logique tient. S'aligner sur des valeurs progressistes, séduire une génération plus jeune et plus diverse, construire une fidélité qui dépasse le simple prix du produit. Le 13 janvier 2019, la vidéo est mise en ligne simultanément sur tous les réseaux de la marque. À cet instant précis, personne chez Gillette ne mesure encore l'onde de choc qui s'apprête à suivre. Une onde dont la marque ne sortira pas indemne. La controverse. Le film dure 1 minute 48. Pas un seul rasoir n'y apparaît. On y voit des garçons se battre, des hommes qui interpellent des femmes dans la rue, des cadres qui coupent la parole à leurs collègues en réunion, puis, dans la dernière partie, des contre-exemples. Un père qui arrête son fils en pleine bagarre, un homme qui s'interpose face à du harcèlement de rue. L'intention se voulait inspirante. Malheureusement, elle est reçue comme une accusation. Le problème n'est pas tant le message que l'ordre dans lequel il est raconté. L'essentiel du film montre des hommes se comporter mal, et les contre-exemples positifs n'arrivent qu'à la toute fin. Pour une partie du public masculin, l'impression dominante n'est pas « voici ce que vous pouvez devenir », mais « voici ce que vous êtes ». Le journaliste britannique Piers Morgan, à l'époque suivi par plusieurs millions de personnes sur le réseau social Twitter, publie une critique cinglante qui devient un point de ralliement immédiat pour la contestation. Des chaînes en ligne conservatrices s'emparent du sujet, les vidéos de réaction cumulent des millions de vues, le mot clic
boycotter Gillette devient mondial en quelques heures. Des hommes filment leur rasoir jeté à la poubelle. En 48 heures, la vidéo dépasse 400 000 mentions « Je n'aime pas » contre environ 200 000 « J'aime ». Un ratio inhabituel et l'une des publicités les plus détestées de l'histoire de la plateforme. Débordée, la marque finit par désactiver les commentaires, puis retire discrètement la vidéo de sa chaîne. Cependant, tout le monde ne condamne pas la campagne. Bernice King, la fille de Martin Luther King Jr., salue publiquement son message. Une partie des professionnels du marketing y voit un coup audacieux, mais ce sont les voix les plus hostiles, celles de clients fidèles depuis des décennies, qui dominent la conversation et qui, surtout, dominent les chiffres de vente. La facture. Pendant 6 mois, la question reste en suspense. Ce tumulte numérique va-t-il réellement se traduire en perte financière ou n'est-ce qu'un bruit passager qui retombera comme d'habitude ? La réponse arrive avec les résultats trimestriels de Procter & Gamble. Le chiffre d'affaires de la division rasage passe d'environ 6,5 milliards de dollars sur l'exercice 2018 à 6,2 milliards sur l'exercice 2019, un recul d'environ 350 millions de dollars en un an. La part du marché mondial de Gillette sur les lames et rasoirs continue de fondre, passant d'environ 65% à un peu plus de 60%. Les grands bénéficiaires de cette fuite de clientèle sont précisément les marques qui grignotaient déjà du terrain. Dollar Shave Club, Harris et même Chic, un concurrent historique en perte de vitesse depuis des années. 6 mois après la mise en ligne du film, lors d'un appel aux investisseurs, le directeur financier de Procter & Gamble annonce une dépréciation de 8 milliards de dollars sur la valeur de la marque Gillette, un chiffre qui plonge le groupe dans une perte nette trimestrielle de plusieurs milliards. Officiellement, cette dépréciation est attribuée à des facteurs structurels, fluctuations monétaires, baisse générale de la fréquence de rasage, intensification de la concurrence. La publicité n'est mentionnée nulle part dans le communiqué, mais la coïncidence des dates, elle, ne trompe personne. Le prix à payer. Restait une question. La direction allait-elle reconnaître une erreur ou assumer son pari jusqu'au bout ? En août 2019, dans un entretien resté célèbre accordé à la revue professionnelle Marketing Week, Gary Combe, alors à la tête de la division rasage de Procter & Gamble, choisit son camp et qualifie ouvertement la perte de 8 milliards de dollars de prix qui valait la peine d'être payé, expliquant que, pour faire aimer davantage la marque au plus grand nombre, il fallait accepter de heurter une minorité. La déclaration fait l'effet d'une bombe dans le monde des affaires. Aucun grand dirigeant n'avait jusque-là assumé publiquement une perte financière aussi massive comme un choix stratégique délibéré. Les actionnaires s'interrogent, les analystes cherchent des précédents et n'en trouvent pas vraiment. Et pourtant, la direction de Procter & Gamble soutient cette position dans son ensemble. Sur le papier, certains indicateurs semblent même donner raison à Combe. Le trafic sur le site de Gillette atteint son plus haut niveau depuis 5 ans et la campagne génère plus d'1,5 million de mentions en ligne en seulement 24 heures. Mais un sondage de l'Institut Toluna réalisé à l'époque révèle le vrai problème. Environ 77% des spectateurs se disent inspirés par le film, mais seuls 34% environ affirment que cela les pousse réellement à acheter un produit Gillette. Et pire encore, la campagne touche un public composé à environ 51% de femmes, structurellement absentes du marché du rasoir pour hommes. Un comble pour un produit qui doit, au bout du compte, être acheté. 3 erreurs. Avec le recul, les experts en marketing s'accordent sur 3 erreurs fondamentales. Premièrement, Gillette a visé la mauvaise cible. La campagne a touché un public qui allait applaudir, pas un public qui allait acheter. Deuxièmement, la marque a confondu pertinence culturelle et pertinence produit. Nike a réussi avec Kaepernick parce que des baskets se portent, se montrent, deviennent une déclaration publique. Un rasoir, lui, s'utilise seul dans une salle de bain loin de tout regard. Certains produits portent une charge symbolique, d'autres non, et forcer cette charge peut se retourner contre la marque. Troisièmement,
et c'est sans doute le point le plus sensible, la campagne a dit à ses propres clients qu'ils étaient le problème avant de leur demander dans la foulée de continuer à acheter le produit. Face à la pression, Procter & Gamble corrige le tir dès l'été 2019, recentrant sa communication sur des figures plus consensuelles, pompiers, entraîneurs sportifs, héros du quotidien et referme, sans le dire ouvertement, la parenthèse de la publicité engagée, version 2019. Mais le mal est fait et il ne s'arrête pas là. En décembre 2023, Procter & Gamble annonce une nouvelle dépréciation de 1,3 milliard de dollars sur la marque. De quoi laisser penser que l'onde de choc initiale continue, des années après, à peser sur les comptes. La résurrection. L'histoire ne s'arrête pourtant pas sur cette note noire. Ces dernières années, Gillette a discrètement repris des couleurs. En misant sur l'innovation plutôt que sur le débat de société, nouvelle gamme anti-irritation, produits pensés sur l'entretien de la barbe, montée en gamme des cartouches, la division rasage a renoué avec la croissance. Ses ventes organiques progressent désormais de plusieurs points de pourcentage par trimestre, portées par la montée en gamme des produits plutôt que par la prise de position. Début 2026, la marque lance même l'Istra, un nouveau système de rasoir pensé pour l'ensemble du corps et non plus seulement pour le visage. Signe que Gillette mise sur l'innovation produit pour reconquérir une clientèle plus jeune, loin des débats de société. Dans la foulée, Procter & Gamble annonce un investissement de près d'1 milliard de dollars pour reconstruire son siège mondial de la division rasage et son centre d'innovation technique à Boston, berceau historique de la marque depuis plus de 125 ans. Un pari clair sur l'avenir, 125 ans après les débuts de King Camp Gillette. Reste une leçon qui, elle, n'a pas pris une ride. On peut vouloir défendre des valeurs, on peut vouloir surprendre, provoquer le débat, générer des millions de vues. Mais à la fin, il faut toujours que quelqu'un, quelque part, achète le produit. Et ce quelqu'un, ce sont d'abord vos clients d'hier, pas ceux que vous espérez avoir demain. Alors, qu'en pensez-vous ? Gillette a-t-elle eu raison de prendre ce risque ou a-t-elle simplement oublié qui la faisait vivre ? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker pour découvrir de nouvelles vidéos comme celle-ci chaque semaine.